Le soleil de Provence embrassait les vignobles de Bordeaux d'une lumière dorée, peignant les feuilles d'un vert vibrant qui promettait la douceur des vendanges. L'air, dense du parfum de la terre humide et des raisins mûrs, murmurait des histoires de générations, de mains calleuses qui avaient façonné le paysage et de vins qui racontaient l'âme de la France. Dans ce coin du monde, où le temps semblait s'écouler au rythme lent des saisons, la vie était une symphonie de travail acharné et de récompenses simples, une ode à la persévérance et à la beauté de la nature. C'était un temps de paix, d'abondance, un temps qui, dans sa placidité, pressentait à peine la tempête qui se formait à l'horizon. Pierre, un viticulteur de 30 ans, était l'incarnation de cette terre. Ses épaules larges et ses bras forts, sculptés par des années de travail sous le soleil et la pluie, témoignaient de son dévouement. Mais c'étaient ses yeux, d'un bleu profond comme le ciel d'été, qui révélaient la véritable essence de son esprit. Un regard rêveur, mais en même temps pratique, qui voyait non seulement les vignes, mais l'avenir qu'elles promettaient. Pierre était un homme d'une intégrité morale, dont l'honnêteté se reflétait dans chaque geste, dans chaque mot. Sa passion pour le vin n'était pas seulement un métier, mais une extension de son âme, un héritage qu'il espérait transmettre. Psychologiquement, il était un optimiste inébranlable, un rêveur les pieds fermement ancrés dans la terre, dont les projets d'avenir étaient aussi vastes que les champs qu'il cultivait. Il aimait la vie avec une intensité que peu comprenaient. Et cet amour se manifestait dans chaque aspect de son existence, surtout dans son affection profonde pour son épouse, Marie. Marie, 28 ans, était le parfait pendant de Pierre. Ses cheveux châtains, longs et ondulés, encadraient un visage délicat, mais ses yeux expressifs, qui changeaient de couleur avec la lumière, révélaient une force intérieure surprenante. Elle était douce et aimante, mais aussi pratique et résiliente, une femme capable d'affronter n'importe quelle adversité avec grâce et détermination. Marie était le havre de paix de Pierre, l'ancre qui le maintenait ferme dans ses rêves et ses aspirations. Ensemble, ils rêvaient de fonder une famille, de voir leurs enfants courir dans les vignobles, de vieillir côte à côte, trinquant à la vie avec le vin qu'ils produisaient eux-mêmes. Jean, le père de Pierre, était la sagesse incarnée. À 70 ans, son visage était une carte de rides profondes, chacune racontant une histoire de travail acharné et de saisons passées. Sa voix, rauque par le temps et le vin, portait l'autorité de celui qui connaissait les secrets de la terre et les cycles de la vie. Jean était le pilier moral de la famille, le gardien des traditions, un homme de peu de mots, mais d'une sagesse profonde. Il observait Pierre et Marie avec une tendresse silencieuse, préoccupé par l'avenir du vignoble et de l'héritage familial, mais confiant dans la force et la passion de son fils. La paix, cependant, était une illusion fragile. La nouvelle de la guerre arriva comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, abrupt et brutal, déchirant la tapisserie de la vie tranquille. L'avis de convocation, avec son sceau officiel et son langage froid, transforma le viticulteur en soldat, l'homme de la terre en homme de guerre. Pierre, qui avait troqué le raisin contre la baïonnette, sentit le poids du destin sur ses épaules. La promesse d'une vie de récolte et de célébration fut remplacée par l'incertitude d'un avenir lointain, obscurci par la fumée de la bataille. Lors des adieux, sous le regard attentif de son père et les yeux embués de Marie, Pierre fit une promesse. Ce n'était pas seulement une promesse de retour, mais un serment de espoir. Il promit de revenir pour trinquer à la paix avec le meilleur vin de la famille, une bouteille de 1913 cachée au fond de sa cave, un trésor qui symbolisait la vie qu'il laissait derrière lui et la vie qu'il espérait retrouver. La bouteille, un liquide ambré qui gardait la mémoire d'une année d'abondance, devint un talisman, un lien entre le passé et l'avenir, entre l'amour et la guerre. Avec un dernier câlin serré à Marie, un signe de tête à Jean, Pierre partit, emportant avec lui non seulement la promesse, mais la douceur de la séparation et l'incertitude d'un avenir qui s'annonçait sombre et inconnu. L'odeur de la terre humide des vignobles fut remplacée par l'odeur âcre de la boue, de la poudre et de la mort. Le vert vibrant des vignes céda la place à un paysage lunaire, des cratères ouverts comme des blessures dans la terre, des arbres tordus comme des squelettes.
La douce mélodie du vent dans les feuilles fut étouffée par le rugissement constant de l'artillerie. Un chœur infernal qui annonçait l'arrivée du malheur. Pierre, le viticulteur, n'était plus qu'un soldat, un point minuscule sur un vaste échiquier où la vie était la pièce la moins chère. La transition fut brutale, la réalité des tranchées, un coup de poing dans l'estomac, un réveil à un cauchemar qui dépassait toute imagination. Les tranchées étaient des veines ouvertes dans la terre, des labyrinthes de boue et de désespoir. Le froid mordant de la nuit s'infiltrait dans les os, l'humidité constante rongeait la peau, et la faim était une compagne silencieuse mais persistante. Les provisions, quand elles arrivaient, étaient rares et de mauvaise qualité, et l'eau, souvent, était mélangée au goût métallique du sang et de la terre. L'assainissement était inexistant. Les soldats faisaient leurs besoins là où ils pouvaient, et les corps des morts restaient souvent sans sépulture pendant des jours, attirant des nuées de mouches et des légions de rats. Ces rongeurs, gras et audacieux, étaient une présence constante, dévorant les restes de nourriture, et à l'horreur des hommes, les cadavres eux-mêmes. Le pied de tranchée, une maladie causée par l'humidité et le froid, transformait les pieds en masses gangrénées, entraînant l'amputation et la défiguration. La guerre, Pierre le réalisa, ne concernait pas seulement l'ennemi de l'autre côté du no man's land, il s'agissait de la lutte quotidienne contre des conditions inhumaines, contre la nature elle-même qui semblait conspirer contre la vie. Ces premiers combats furent un flux de terreur et d'adrénaline, le bruit assourdissant des mitrailleuses, l'impact des balles dans la boue, les cris de douleur et de désespoir. Pierre, qui cultivait la vie auparavant, était maintenant forcé de la prendre. Il se retrouva à tirer, à courir, à ramper, un instinct primordial de survie s'emparant de son corps. La brutalité de la guerre des tranchées était implacable, des avancées de quelques mètres coûtaient des centaines de vies, et le no man's land devenait un abattoir, un champ de corps déchiquetés, de rêves brisés. Il vit des hommes tomber à ses côtés, des amis faits dans les tranchées, dont la vie s'éteignait dans la boue, sans un dernier souffle, sans un adieu. À chaque mort, une partie de Pierre mourait aussi, une flamme d'espoir s'éteignait, remplacée par une obscurité croissante. Au milieu du chaos, les lettres à Marie étaient son seul lien avec l'humanité. Il écrivait à la lumière vacillante d'une bougie, les mains tremblants de froid et d'épuisement, essayant de peindre un tableau moins sombre de la réalité. Il parlait du ciel étoilé, de la camaraderie entre les soldats, de petites victoires qui égrattaient à peine la surface de la guerre. Il omettait les détails les plus cruels, les morts, la faim, l'odeur de putréfaction, afin de la protéger, de maintenir vivante la flamme de l'espoir dans son cœur. L'odeur de la boue ici est différente, Marie, mais elle me rappelle la terre de la maison, et cela me donne de la force. Il parlait de son désir de revenir, de boire le vin de 1913, de la serrer à nouveau dans ses bras, de reconstruire la vie que la guerre lui avait volée. Ces mots étaient un baume pour son âme, une tentative désespérée de s'accrocher à la promesse qui le maintenait vivant. Dans les tranchées, Pierre rencontra des compagnons d'infortune, des hommes de tous âges et de toutes origines, unis par le destin cruel de la guerre. Il y avait Antoine, un jeune conscrit, aux yeux effrayés et à l'ingénuité que la guerre n'avait pas encore corrompue. Antoine était maigre, avec des traits délicats et une voix qui avait à peine mué, un rappel constant de l'innocence que la guerre dévorait. Moralement, il croyait encore à la justice de la cause, à la gloire du sacrifice. Psychologiquement, il était fragile. Chaque explosion le faisait se recroqueviller, chaque cri le faisait trembler. Il représentait la jeunesse arrachée à ses foyers, jetée dans un enfer qu'elle ne comprenait pas. Pierre ressentait un instinct protecteur envers Antoine, voyant en lui le fils qu'il n'aurait peut-être jamais. Et il y avait le sergent Dubois, un vétéran de 40 ans, dont le visage était une tapisserie de cicatrices et de rides, chacune racontant une histoire de bataille passée. Ses yeux, autrefois peut-être pleins de vie, maintenant étaient endurcis, reflétant la résignation de celui qui avait déjà vu trop. Moralement, Dubois était pragmatique, axé sur la survie avant tout, mais avec un sens du devoir inébranlable envers ses hommes. Psychologiquement, il était cynique, désabusé, mais son expérience en faisait un leader né, capable de prendre des décisions rapides et brutales pour sauver des vies. Il était l'incarnation de la guerre, un homme transformé par la violence, mais qui gardait encore quelque part au fond de lui un vestige d'humanité. Dubois enseignait à Pierre les astuces de survie,
à lire le terrain, à anticiper les attaques, à trouver des refuges au milieu du chaos. Il était un mentor réticent, un phare au milieu de l'obscurité. La bataille de Verdun ne fut pas seulement une bataille. Ce fut un enfer sur terre, un hachoir à viande qui dura près d'1 an. Le bombardement initial, le 21 février 1916, fut un cataclysme, un déluge de feu et d'acier qui transforma le paysage en un champ d'extermination. Des millions d'obus tombèrent sur la région, pulvérisant les arbres, désintégrant les tranchées et transformant le sol en une masse tourmentée de boue et de restes humains. Pierre sentit la terre trembler sous ses pieds, l'air vibrer sous la force des explosions, l'odeur d'ozone et de métal brûlé envahissant ses narines. Il se recroquevilla dans sa tranchée, le corps tremblant, l'esprit en état de choc, tandis que le monde autour de lui se désintégrait. Les attaques d'infanterie qui suivirent étaient des vagues d'hommes, avançant à travers le no man's land seulement pour être fauchés par les mitrailleuses ennemies. Pierre vit ses compagnons tomber, l'un après l'autre, leurs corps s'amoncelant dans la boue, un témoignage silencieux de la futilité de la guerre. Il tirait, rechargeait, tirait à nouveau, ses mouvements mécaniques, son esprit engourdi par l'horreur. À chaque avancée, à chaque recul, l'espoir diminuait, remplacé par un épuisement profond, le sentiment que la guerre ne finirait jamais, qu'ils étaient pris dans un cycle sans fin de mort et de destruction. La promesse de rentrer chez lui, de trinquer avec Marie, semblait de plus en plus lointaine, un rêve évanoui au milieu de la fumée et du sang. L'impact sur Pierre fut dévastateur. La perte d'espoir était un poison lent, rongeant son âme. Il se souvenait des vignobles, du soleil chaud sur sa peau, du rire de Marie, de l'odeur douce des raisins. Ces souvenirs, autrefois un refuge, étaient maintenant une torture, un contraste cruel avec la réalité brutale qui l'entourait. Il se voyait lui-même, le viticulteur, l'homme de la terre, transformé en une machine à tuer, un fantôme de son ancien moi. La déshumanisation était un processus graduel mais implacable. Il assistait à la mort et au malheur de ses compagnons avec une apathie croissante, la douleur devenant un fardeau trop lourd à porter. La vie humaine, dans les tranchées, semblait avoir perdu sa valeur, ne devenant qu'un chiffre dans les statistiques des pertes. L'ennemi, Pierre le réalisa, était non seulement le soldat allemand de l'autre côté de la tranchée, le véritable ennemi était la guerre elle-même, dans sa forme la plus cruelle et inhumaine. C'était le froid qui gelait les doigts, la faim qui rongeait l'estomac, les maladies qui décimaient les os plus que les balles. C'était la boue qui engloutissait les corps, les rats qui se nourrissaient des morts, la peur constante qui rongeait la raison. La guerre était un monstre insatiable, dévorant tout le monde, quelle que soit sa nationalité ou sa cause. Pierre luttait non seulement pour survivre, mais pour conserver un vestige de son humanité, pour ne pas devenir un simple chiffre de plus, un corps de plus dans la boue de Verdun. Il s'accrochait au souvenir de Marie, de son père, du vin, comme un naufragé s'accroche à un morceau de bois dans une mer déchaînée, dans l'espoir qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, il pourrait retrouver la vie qu'il avait laissée derrière lui. Le temps dans les tranchées était une entité élastique, s'étirant dans les moments d'ennui et se contractant en quelques secondes de terreur. Mais pour Pierre, il semblait s'accélérer, poussé par un sombre pressentiment qui nichait dans sa poitrine. Un calme étrange, presque surnaturel, planait sur la tranchée la nuit précédant l'offensive finale. Le silence, autrefois un luxe rare, était maintenant lourd, annonçant la tempête qui approchait. La bouteille de 1913, son talisman, son lien avec la vie qu'il avait laissée derrière lui, semblait briller d'une lumière propre, un rappel doux amer de la promesse qu'il avait faite à Marie. Cette nuit-là, sous la lumière vacillante d'une lanterne, Pierre prit sa plume et un morceau de papier froissé. Ses mains, autrefois fermes dans le travail de la terre, tremblaient légèrement alors qu'il commençait à écrire. Non pas une, mais 2 lettres.
La première, pour sa famille, sa mère, son père, ses frères. Il leur parla de son amour, de sa gratitude pour les années de paix et de travail dans les vignobles. Il leur dit qu'il regrettait l'odeur de la terre, le goût du vin, la chaleur du foyer. Il les assurait qu'il avait combattu avec honneur, non pour la gloire, mais pour protéger ce qu'il aimait. Ces mots étaient un adieu silencieux, une demande de se souvenir de lui, non comme un soldat, mais comme le viticulteur qu'il avait toujours été, l'homme qui aimait la vie et la terre. Il exprima le désir qu'il continue à récolter, à produire le vin, à vivre la vie qu'il n'aurait plus. La seconde lettre, écrite avec une émotion encore plus profonde, était pour Marie. Il l'appela son amour, son étoile guide, la raison de son existence. Il se remémora les moments les plus précieux qu'ils avaient passés ensemble, les rires, les étreintes, les rêves partagés. Il confessa que son absence était la douleur la plus aiguë qu'il ressentait, plus que toute blessure de bataille. Il lui demanda de vivre, de trouver le bonheur, de se souvenir de l'amour qui les unissait, un amour qui transcenderait la guerre et la mort. Il écrivit sur la promesse du vin de 1913 et comment il la tiendrait en esprit, trinquant à elle, à la vie et à l'amour qui ne mourrait jamais. Ces mots étaient un testament d'amour éternel, un adieu empreint d'une résignation, mais aussi d'une paix étrange, la paix de celui qui accepte l'inévitable. Les lettres scellées, Pierre sortit la bouteille de 1913 de son sac à dos. L'étiquette, un peu salie par la boue, affichait toujours le nom de sa famille, un symbole de son héritage. Il l'ouvrit avec précaution, le bruit du bouchon sortant de la bouteille résonnant dans le silence de la tranchée. L'arôme du vin, corsé et fruité, emplit l'air, le transportant de nouveau vers les vignobles de Bordeaux, vers les jours de soleil et de joie. Il versa un peu du liquide dans sa gamelle en métal, le rubis sombre brillant à la faible lumière de la lanterne. Avec un sourire mélancolique, il leva la gamelle. « À Marie », murmura-t-il, « à la vie et au sacrifice ». Il but le vin lentement, savourant chaque goutte, chaque mémoire qu'elle évoquait. C'était un toast solitaire, mais chargé d'une signification profonde. Un acte d'amour et d'acceptation au milieu du chaos imminent. À ce moment-là, le viticulteur et le soldat s'unirent, trouvant une dernière paix avant la bataille finale. L'aube apporta avec elle le rugissement de l'artillerie, plus intense et furieux que jamais. La terre trembla, le ciel se remplit de fumée et d'éclats. C'était l'offensive finale, l'attaque qui déciderait du destin de Verdun. Pierre, la gamelle vide à ses côtés et les lettres rangées dans la poche de son uniforme, se leva. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, seulement une détermination sereine. Il combattit avec la férocité de celui qui n'a plus rien à perdre, mais avec la sérénité de celui qui a déjà accepté son destin. Chaque tir, chaque coup de baïonnette était un acte de protection, un dernier effort pour défendre la vie qu'il aimait, même si la sienne s'éteignait. Il voyait les visages des ennemis, non pas avec haine, mais avec la compréhension qu'ils n'étaient que d'autres hommes, pris dans la même machine à broyer la chair. Il combattit jusqu'à son dernier souffle. Les mémoires de Marie, des vignobles, du vin de 1913, emplissant son esprit, un sourire presque imperceptible sur ses lèvres, tandis que l'obscurité l'enveloppait. Pierre tomba dans la boue de Verdun, un héros anonyme, son sacrifice un témoignage silencieux du coup de la guerre. La paix enfin arriva, mais elle apporta avec elle un silence lourd, rempli des échos de la guerre. À Bordeaux, Marie et Jean attendaient, l'espoir diminuant chaque jour qui passait. Puis, les lettres arrivèrent. Les mains de Marie tremblèrent en ouvrant l'enveloppe, ses yeux parcourant les mots de Pierre, chaque phrase un coup de poignard dans son cœur. La douleur de la perte était accablante, un vide qui semblait impossible à combler. Jean, sa propre lettre en main, ressentit le poids du deuil, mais assit la force de la promesse de son fils. Le vin de 1913, le dernier vin de Pierre, devint un symbole de son sacrifice, un lien tangible avec la mémoire de l'homme qu'il fut. Marie et Jean, le cœur lourd, mais avec la détermination d'honorer la mémoire de Pierre, continuèrent le travail dans le vignoble. À chaque nouvelle récolte, à chaque raisin cueilli, ils sentaient la présence de Pierre, son amour pour la terre, sa passion pour la vie. Le vignoble, autrefois un lieu de joie et d'espoir, était maintenant aussi un sanctuaire, un mémorial vivant au sacrifice de Pierre. Le vin qu'il produisait, chaque année, était un toast à sa mémoire, un rappel que, même dans l'obscurité la plus profonde, l'amour et l'espoir peuvent fleurir.
L'histoire de Pierre, le viticulteur qui troqua le raisin contre la baïonnette, devint une légende murmurée parmi les vignes, un témoignage du coût de la guerre, de la résilience de l'esprit humain et de l'importance de s'accrocher à la vie même lorsque la mort rôde. Et ainsi, le dernier vin de Pierre ne fut pas seulement un vin, mais un héritage, une promesse tenue en esprit, une invitation à la réflexion sur la paix et la valeur inestimable de la vie.